Avant de parler d'accident vasculaire cérébral, il est nécessaire de faire un bref rappel anatomique de la vascularisation cérébrale. Cette dernière est assurée par l'artère carotide interne dans la région antérieure et l'artère vertébrale dans la région postérieure, qui se rejoignent pour former le cercle de Willis. L'artère carotide interne se divise ensuite en artère cérébrale antérieure et en artère cérébrale moyenne. L'artère vertébrale monte le long de la colonne vertébrale et pénètre dans le crâne. Les deux artères vertébrales ensuite se rejoignent pour former l'artère basilaire, qui va vasculariser la partie postérieure du cerveau, notamment le tronc cérébral et le cervelet. Un accident vasculaire cérebral est un déficit neurologique focal d'apparition soudaine d'origine vasculaire. Environ 80% des accidents vasculaires cérébraux sont d'origine ischémique et le reste de 20% sont hémorragiques. L'âge moyen de survenue d'un AVC est de 73, 70 ans pour les hommes et 76 pour les femmes. Les étiologies sont majoritairement dominées par l'athérosclérose chez le sujet âgé. Les cardiopathies emboliques et la dissection carotidienne sont des causes fréquentes chez les individus jeunes. On parle maintenant du diagnostic. Lors de l'examen clinique, il est important de rassembler toutes les informations grâce à un processus approfondi d'anamnèse. Cela inclut l'évaluation de la présence de facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'âge supérieur à 55 ans, l'existence d'une hypertension ou un diabète, la consommation de tabac ou d'alcool, ainsi que la dyslipidémie. De plus, il est crucial de chercher tout antécédent médical pertinent, y compris des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux ou des antécédents de maladies cardiaques emboliques ou de troubles de coagulation qui peuvent augmenter le risque, ainsi que de toute utilisation d'anticoagulants. La possibilité d'un traumatisme cervical doit être également envisagée car elle peut indiquer une dissection de l'artère cervicale, en particulier chez les patients jeunes. Les signes fonctionnels et les déficits neurologiques focaux peuvent varier en fonction de la localisation et de la taille de la lésion. Par exemple, l'action de l'artère cérébrale antérieure peut entraîner une faiblesse contralatérale du membre inférieur, un autisme ou l'incapacité de parler, des déficits d'attention, un dysfonctionnement sphinctérien et d'autres symptômes. En cas d'action d'artère cérébrale moyenne, la symptomatologie dépend de l'hémisphère dominant. Il peut se manifester par une hémiplégie contralatérale avec une prédominance au niveau du visage et du membre supérieur, une hypoesthésie superficielle et profonde, c'est-à-dire la diminution de la sensibilité au toucher ou des sensations proprioceptives qui font que le patient ne perçoit pas la direction de sa main les yeux fermés. En plus de ces signes, une perte de champ visuel sur un côté peut être observée. L'action de l'artère cérébrale postérieure peut entraîner des troubles visuels complexes, une altération de la vigilance et des déficits de la mémoire. Il est important de noter qu'il existe d'autres signes spécifiques à chaque territoire et parfois ces signes peuvent en coexister. Dans la démarche diagnostique, il est important de mettre l'accent sur le moment et le mode d'apparition car ils sont essentiels à une prise en charge appropriée. Un accident ischémique transitoire fait référence à des symptômes qui régressent dans les 24 heures, tandis qu'un accident vasculaire cérébral ischémique terminé atteint sa gravité maximale en 1 heure et dure plus de 24 heures. Ces délais jouent un rôle important dans la détermination du plan d'action approprié en matière de traitement et d'intervention. Plusieurs évaluations doivent être réalisées tout au long de l'examen clinique. Ceci constituant la mesure de la glycémie. Il est important de vérifier la glycémie car l'hypoglycémie peut mimer les symptômes d'accident vasculaire cérébral. Il est donc important d'exclure une hypoglycémie premièrement. Les signes vitaux. La mesure de la fréquence respiratoire, de la saturation en oxygène, de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, en plus de la température, doit être effectuée pour évaluer l'état général du patient. 3. Un examen neurologique. Un examen neurologique approfondi est essentiel. 4. Un examen cardiovasculaire. Un examen cardiaque doit être effectué pour identifier tout bruit cardiaque anormal, pouvant suggérer une source cardiaque d'embolie. Ces examens aidant à recueillir les informations cliniques importantes pour faciliter le diagnostic et la prise en charge du patient victime d'un AVC. Next step. Des examens paracliniques sont nécessaires pour distinguer les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques. Premièrement, l'IAM cérébral avec une séquence de diffusion TWE constitue la référence en matière d'examen. Il peut montrer très précocement des lésions ischémiques sous forme d'hyperintensité dès les premières minutes. Cela permet de confirmer rapidement le diagnostic d'un AVC ischémique, en particulier dans les cas présentant des symptômes atypiques. L'hyperintensité disparaît généralement en 2 à 3 semaines. La séquence T2 claire permet de détecter l'hyperintensité après un délai de 4 à 6 heures après le début de l'AVC ischémique. La présence d'une lésion étendue sur l'IRM de diffusion indique un tissu cérébral récupérable qui pourrait bénéficier d'un thrombolyse. La séquence T2 peut révéler des hémorragies récentes lors d'accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Lorsqu'il est disponible, une angiographie par résonance magnétique réalisée pour le diagnostic étiologique. Si l'IRM n'est pas disponible, une TDM cérébrale sans contraste peut être réalisée. En cas d'accident hémorragique, une hyperdensité spontanée peut être observée. Initialement, lors d'un AVC ischémique, un scanner peut sembler normal, soulignant l'importance d'une IRM. Les premiers signes possibles sur un scanner comprenant une hyperdensité artérielle indiquant un thrombose et une perte de différenciation entre la substance grise et la substance blanche. Des examens complémentaires pourront être demandés en fonction de l'étiologie suspectée et de l'âge du patient. On va parler de la prise en charge dans une autre vidéo. Merci et à bientôt.